un sommet de la francophonie qui réunit 84 États et gouvernements, parce que par exemple, il y a des pays où il y a à la fois le pays et des gouvernements régionaux, comme celui de Wallonie, par exemple, qui sont représentés. Ça va durer 2 jours, ce sommet. Alors, il y a un thème consensuel en diable, ça s'appelle « Vivre ensemble dans la solidarité », je ne sais plus très bien quoi. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, la francophonie, aujourd'hui, à part à se réunir et à faire des grands discours, Vincent Hugeux ? D'abord, j'observe que Emmanuel Macron éprouve moins de difficultés à remanier la tête de la francophonie et de l'OIF que son gouvernement. Alors ça, on va y venir après, effectivement, au changement éventuel de patron. Oui, où on verra d'ailleurs qu'il y a là un diktat français qui est un peu paradoxal. Passons, mais pour un moment. La francophonie suscite en général des proclamations tout à fait louables. Moi, j'aime beaucoup cette novlangue. On dit les pays qui ont le français en partage. Amen. J'observe aussi que vous avez des associations un peu insolites. Là, on va discuter par exemple d'un statut de membre associé et observateur pour l'Arabie saoudite. J'aimerais savoir quel est le pourcentage de Saoudiens qui pratiquent la langue française. On a vu passer le Qatar pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la langue de Molière, enfin, etc., etc. Donc, il y a une vraie difficulté à redéfinir une francophonie moderne. Alors, on nous dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron, oui, approche décrispée, etc., ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis, il y a un autre souci, c'est que sous l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, qui a accompli 3 mandats à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a eu l'affichage d'une volonté politique, au sens d'être aussi un instrument de démocratie agissante. Or, là-dessus, franchement, il y a encore des progrès à faire. Par exemple, je ne cite que ce cas à ce stade, j'ai croisé il y a quelques jours un député français qui est membre de la mission d'observation de l'OIF pour les élections du Cameroun, qui était effectivement, et selon une tradition tenace, une mascarade dimanche dernier. Quand il vous explique dans quelles conditions il a été sollicité, formé ou plutôt pas formé, sa date d'arrivée, sa date de départ, vous dites, attendez, si on a un message francophone spécifique en termes de maturité politique et démocratique, il va falloir s'y prendre autrement. Donc il y a vraiment un réel flottement là-dessus. Donc vous n'avez pas l'air convaincu de l'utilité de ce dispositif, Frédéric Sinclair, vous non plus ? Non. Ou bien vous trouvez ça bien, la francophonie ? Avant, on disait ça permet à la France d'être influente. Aujourd'hui, on ne dit plus ça du tout. Pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, les canaux du soft power passent par beaucoup d'autres instruments, j'allais dire, outils, que celui de la langue aujourd'hui. D'ailleurs, on dit soft power, on ne dit pas pouvoir d'influence. D'ailleurs, même la traduction, c'est une puissance douce, je pense qu'elle est mauvaise, donc la traduction française, puissance souple, me semblerait plus adaptée. Donc, la francophonie, à l'époque où la France avait vocation à devenir un empire, était absolument essentielle, parce que de partager une langue, ça permet d'adhérer à un socle de valeurs communes. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On est même à l'inverse de ça, dans le respect des cultures indigènes, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des frontières nationales. Donc on est, j'allais dire, à l'opposé de ce qu'a pu être la France jusqu'au début du XXe siècle. Je vois mal aujourd'hui la francophonie comme un outil permettant de contrebalancer la domination de l'anglais comme langue internationale. C'est absolument pas crédible non plus. Bon. Donc, oui, pour l'entretenir, si ça permet d'entretenir des liens amicaux et de resserrer, pourquoi pas, les intérêts entre pays, j'y crois honnêtement assez peu. Après, Et vous, Damien Leguet, vous y croyez ? Est-ce que c'est l'avenir de... Quand même, le français est l'une des langues les plus parlées dans le monde, c'est un motif de fierté, non ? De fierté gigantesque, et le fait de pouvoir proposer, ce qui a été le cas effectivement des empires, de pouvoir proposer comme ça le français comme une langue de référence, c'est, me semble-t-il, une ambition absolument gigantesque et géniale. Le seul problème, me semble-t-il, quand on regarde un peu le sujet, c'est que ça a été mêlé avec des problèmes politiques. On a voulu faire de la francophonie quelque chose de politique, comme si, derrière la langue, il y avait aussi des valeurs politiques communes, et donc toute la sauce du bien vivre ensemble, du partage, des droits de l'homme, etc. Et effectivement, on a dit qu'en Afrique ou ailleurs, chacun se débrouille avec sa culture ou ses habitudes politiques propres, mais qu'on ne partage pas des valeurs qui sont communes. Donc, le fait d'avoir mélangé tout a peut-être, et à mon avis certainement, diminué la vocation première de la francophonie, à savoir développer des instituts, donner des moyens, les budgets, tous ces éléments-là qui permettent de faire la promotion de la langue.
Et malheureusement, force est de constater que ces moyens financiers-là sont en diminution constante et que nous n'avons pas les moyens de notre ambition et les moyens qui devraient normalement revenir à la promotion de la langue parce que tous ces moyens-là diminuent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si les Français ou si la France défendait elle-même, ne serait-ce que dans notre façon de parler, un respect scrupuleux de la langue et en évitant de se faire frangliser, d'accepter comme cela en permanence dans le discours public, à la télévision, tous ces mots anglais qui n'ont rien à faire ici, peut-être qu'on aurait une meilleure idée de ce qu'est la francophonie et de la promotion de la langue française, qui est effectivement, on peut le dire, parce que nous partageons tout cela, la plus belle langue du monde. Leïla Aïchi, c'est une question de moyens, comme le disait Damien Leguet aussi, de faire vivre la francophonie? Oui, évidemment, significativement, c'est une question de moyens, une question aussi de volonté. Mais on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne peut pas C'est une question de volonté politique. Je n'aurais pas un constat aussi négatif, non, au contraire, moi je trouve que c'est utile. C'est un outil pour la diplomatie, du soft power, certes. Il y a quand même plus de 230 millions d'individus sur la planète qui parlent le français. D'ici 2050, on en aura 770 millions. Je n'ai pas non plus cette vision catastrophique et négative. Une langue a la vocation à vivre, donc à subir les influences du monde extérieur. Toutes les langues se sont construites de cette manière, hier, aujourd'hui et demain. Et c'est, je pense également, contrairement à ce qu'il a pu être dit autour de cette table, moi je reste à penser que l'apprentissage et le fait que beaucoup de peuples dans le monde parlent le français, c'est aussi un biais, un vecteur de véhiculer notre culture. Quand on apprend une langue, on n'apprend pas simplement un moyen de communiquer. On apprend aussi ses valeurs, son histoire, sa culture, et ça a une influence évidemment certaine. Et si on poussait le raisonnement jusqu'au bout, si on venait à fermer, la francophonie, à faire en sorte que ça n'existe plus, quel serait notre levier d'influence? Et je pense que justement face à l'omniprésence de l'anglais, du fait que la totalité des pays du monde parlent l'anglais au détriment du français, fait que justement c'est un outil qui mérite effectivement d'être amélioré pour plusieurs raisons. Effectivement, manque de moyens, peut-être un manque d'ambition réelle aussi. Il n'y a pas de volonté, c'est un levier à mon avis qui n'est pas suffisamment exploité, la francophonie. Vous aviez une vision négative que l'Arabie Saoudite ou d'autres pays frappent à la porte, qui veuillent apprendre le français, pourquoi pas, why not? Je ne sais pas si vous avez suivi le cas par exemple de Bahreïn. Ouais. À Bahreïn, en fait, ils ont, sous d'ailleurs l'influence de l'ancien ambassadeur, qui était très francophone, avec une épouse parfaitement francophone, ont influencé de sorte que les enfants à Bahreïn, je ne sais pas si vous le savez, apprennent le français obligatoirement à l'école primaire. Et moi, je trouve ça génial. Oui, j'ai pas dit que c'était bien, mais c'est un jeu d'influence. Ouais, si on ferme la porte à notre culture, à nos valeurs et à ce que justement on veut porter. Donc, je dis pas forcément. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays francophone. Nous sommes d'accord. Se pose par exemple l'autre question de l'Algérie qui ne fait pas partie de la francophonie, par exemple. Oui, pour des raisons. Alors pour le coup, évidemment, ça pourrait poser. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre une sorte d'esthétique élitaire de l'aristocratie locale, pour qui ça reste quand même très chic à Alexandrie ou ailleurs, d'envoyer ses enfants dans une école francophone, et ce qu'est la véritable existence au quotidien de cette langue et de cette culture dans une population. Si vous voulez, pour nuancer quand même un peu le tableau, ce qui est vrai, et ça je tiens à le souligner, c'est que j'ai rencontré 10 fois, 100 fois, un jeune Congolais à Kinshasa, une jeune Irakienne à Bagdad, pour qui l'Alliance française, le centre culturel français, la pratique de la langue était un véritable espace de liberté sociale, liberté politique. Donc je serais le dernier à nier cette réalité. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que précisément, ce qu'on voit aujourd'hui, la tendance, pour des raisons éminemment budgétaires, c'est qu'on a plutôt tendance à supprimer des postes et à fermer des alliances françaises et des centres culturels. Donc que la francophonie comme idéal, porteur de valeurs, soit à coup de sommet au pinacle, très bien. Mais ce qui est plus important, me semble-t-il, c'est cette francophonie du quotidien. Avec notamment l'Alliance française. On vous a posé la question sur Twitter. Selon vous, la francophonie a-t-elle un avenir? Et vous êtes 59% à nous répondre oui. Quelques commentaires. Alaï qui nous dit « Tant qu'on continuera de parler cette langue française, la francophonie aura toujours de beaux jours devant elle. » Olympe livre son témoignage pour bien connaître la situation du français au Canada. Cette langue est malmenée au Québec. Et WB qui nous dit « On nous fait croire à travers la francophonie que nous sommes encore une grande nation
alors que nous ne le sommes plus depuis bien longtemps, vraiment? Effectivement, on a essayé de répondre à cette question. Encore un mot là-dessus. Ce sommet est aussi l'occasion d'une nouvelle élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a une secrétaire générale sortante qui s'appelle Michaëlle Jean, qui est haïtienne, sauf erreur de ma part, qui se représente. Voilà. Il y a aussi canadienne d'origine haïtienne, merci de le préciser. Et puis il y a une autre candidate qui est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui, semble-t-il, est soutenue par la France. On va éclaircir ça après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça déplaît profondément à Marine Le Pen. Écoutez-la. C'est la décision d'Emmanuel Macron, semble-t-il, de soutenir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie une ministre de Kagame violemment anti-française. Qui explique qu'il ne faut pas parler français, qu'il faut parler anglais, que ça mène beaucoup plus loin que le français. Kagame qui a fait, je vous rappelle, raser le centre culturel français à Kigali il y a 4 ans. Kagame, le président rwandais. Est-ce que cette accusation est légitime et justifiée, Vincent Hugeux? Outrancière, comme d'habitude, s'agissant de l'oratrice qu'on vient d'écouter. Non, revenons simplement à la vérité des faits. L'engagement français auprès de Louise Mushikiwabo, donc ministre des Affaires étrangères infiniment loyale à Paul Kagame, a quelque chose de profondément baroque. Pourquoi ? Parce que le 23 mai dernier, Paul Kagame, sur le perron de l'Élysée, annonce et promeut cette candidature dans la langue de Shakespeare. Bon, ça parce qu'on parle anglais au Rwanda, la langue officielle c'est l'anglais. J'ajoute que depuis 2009, la langue prioritaire d'enseignement à partir du primaire n'est plus le français, mais est l'anglais. Et c'est évidemment, là encore, une posture qui est intégralement politique et qui renvoie au caractère exécrable de la relation bilatérale, notamment depuis le génocide de 1994. Au passage, on soulignera que Paris n'a pas jugé utile d'envoyer un ambassadeur à Kigali aujourd'hui. Simplement, quand vous objectez cela à l'entourage d'Emmanuel Macron, on vous dit mais il ne s'agit pas d'une relation bilatérale, il s'agit de quelqu'un qui est opérationnel, qui a l'expérience, qui a ceci, qui a cela. Mais quand même, il est tout à fait légitime de prétendre que l'avenir de la francophonie se joue aussi en Afrique, très bien, que donc le poste, pourquoi pas, il a été occupé par l'Égyptien Boutros Ghali, puis par le Sénégalais Abdou Diouf, peut ou doit revenir à un Africain, une Africaine, pourquoi pas, mais franchement, l'Afrique n'a pas d'autres candidats à proposer que quelqu'un qui a porté une parole d'hostilité. Alors, ayant dit cela, je ne peux pas être suspect de complaisance pour l'ancien régime rwandais. J'étais un des journalistes français, d'ailleurs, à quelques confrères du Figaro, qui ont été les plus offensifs sur la responsabilité historique, ne serait-ce que par cette cécité volontaire de la France dans le génocide de 1994. Donc, ce n'est pas le problème. C'est simplement que le message qui est convoyé par ce soutien, j'ajoute le lâchage dans les grandes largeurs, sans qu'on ait vraiment compris quels sont les griefs adressés à la sortante, il y a quand même quelque chose là qui est tout à fait insolite. Eh bien voilà un point éclairci. Il nous reste quelques minutes pour parler d'une information révélée ce matin par nos confrères du Canard enchaîné. Le patron de Force ouvrière, Pascal Pavageau, qui était en campagne, quand il était en campagne, pour succéder à Jean-Claude Mailly, avait mis en fiche, en tout cas si ce n'est lui, c'est son équipe de collaborateurs, plus de 100 cadres de Force ouvrière, avec des fiches extrêmement précises, avec la photo, le numéro de téléphone portable, mais surtout des mentions assez précises, genre anarchiste, franc-maçon, ce qui prouve qu'on ne l'est pas forcément quand on est à Force ouvrière. C'est pas le truc de l'année, hein.